Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où j'ai eu l'idée un peu improvisée, je vous cache pas, de confronter deux littératures, donc la littérature japonaise d'un côté et la littérature italienne de l'autre, qui sont deux littératures qui marchent bien en France, hein, c'est aussi pour ça que je les ai choisies, notamment avec un bond spectaculaire de la littérature japonaise récemment, avec des romans du style Tant que le café est encore chaud, plein de romans comme ça, qui sont des romans qui sont plutôt considérés comme feel good. Même si moi, c'est pas du tout la direction que j'ai prise. J'ai eu l'idée de vous communiquer deux romans que j'ai aimés, donc deux romans japonais que j'ai aimés et deux romans italiens que j'ai appréciés aussi. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je me mets un peu à l'épreuve pour être vraiment impartial dans ma façon de choisir. J'ai eu une autre idée comme ça, je me mets un peu au défi. Vous allez voir. Encore une petite parenthèse, désolé pour la qualité de son et de l'image encore. Bon, dans les commentaires, on m'a dit que ça allait. Donc je sais pas si les gens sont très gentils ou pas. Mais j'ai acheté un micro, mais j'ai du mal à le paramétrer encore. Donc je me suis dit, si jamais je tarde trop, je vais jamais sortir les vidéos. Donc voilà. Pour les romans japonais, donc le premier roman japonais que j'ai choisi, c'est La maison où je suis mort autrefois de Keigo Higashino, qui est un auteur de polar japonais très connu. C'est un peu considéré comme le maître absolu, même s'il y en a d'autres, hein. D'ailleurs, il a sorti un nouveau roman en février, donc assez récemment, qui s'appelle Au fil de l'espoir. Je l'ai pas lu, hein, je l'ai pas lu. Peut-être que je le lirai, je sais pas, je vais voir, je réfléchis encore. Donc voilà, c'est une petite info comme ça que je vous donne. Si vous l'avez lu, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé, hein. Alors, là, dans La maison où je suis mort autrefois, ça raconte l'histoire d'une femme. Alors déjà, il y a plusieurs intrigues. Ça commence déjà avec une double intrigue. On sait que cette femme a essayé de se suicider. On ne sait pas trop pourquoi. On sait, bon, sans doute qu'elle est malheureuse, mais on ne sait pas trop pourquoi. Deuxième énigme, elle n'a aucun souvenir d'elle avant l'âge de 5 ans. Donc ses premiers souvenirs datent de quand elle avait 5 6 ans. Donc on ne sait pas pourquoi. Son père à cette femme va décéder et il va lui donner, donc après son décès, elle va recevoir une clé d'une maison un peu, pas abandonnée, mais enfin si abandonnée. Donc elle va se rendre dans cette maison. Par exemple, la porte est condamnée, on sent que ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu d'occupant. Et au fait, c'est la maison de son enfance. Mais elle n'a pas de souvenir, elle, parce qu'elle n'a pas de souvenir quand elle était très très jeune. Donc elle s'y rend avec son compagnon. Et c'est le début d'une quête familiale complètement folle. Et ce qui est intéressant, c'est que ça casse vraiment les codes du polar, au fait. Parce que, donc dans la librairie, bien sûr, on l'a rangé rayon polar, hein, parce que Keigo Higashino, il fait des policiers, clairement. Mais là, c'est un policier, c'est pas. Il y a les flics qui débarquent, et puis il y a un meurtre, et puis il y a une enquête. Pas du tout. Là, c'est une enquête familiale. Mais c'est les mêmes codes que le policier, hein. Avec ses stratégies de page turner qui vraiment on a envie de savoir la suite. Et là, elle va aller dans cette maison, elle va y séjourner, elle va vouloir y rester, elle va y séjourner quelques jours, donc avec son compagnon. Et c'est le début d'une atmosphère à double, triple, voire quadruple intrigue, bourrée de mysticisme, avec une plume vraiment cachotière. On sent que l'auteur nous fait beaucoup de cachotterie. Et on sent même que on ne sait pas si on va avoir la réponse pour tout. On a un doute là-dessus. Jusqu'à la fin, on a vraiment un doute là-dessus. Donc c'est haletant, c'est vraiment réussi. Moi, ça m'avait vraiment plu parce que bah, c'était vraiment la première fois que je lisais un polar qui partait dans cette direction, avec ces histoires de famille qui s'entrechoquent comme ça, qui sont des histoires de famille absolument terrifiantes, hein. Donc, et puis cette femme, l'héroïne, est quelqu'un de peu appréciable. C'est ça qui est encore plus déroutant. C'est que quelque part on a envie de savoir pour elle pour qu'elle aille mieux, mais en même temps c'est quelqu'un d'assez détestable parfois. Donc c'est très bizarre. J'ai du mal à expliquer comment j'ai réussi à aimer ce roman parce que les personnages ne sont pas appréciables. L'histoire est vraiment troublante. C'est vraiment perturbant comme roman. Mais la plume est vraiment efficace. Donc c'est un roman que j'avais beaucoup apprécié et qui m'a marqué très longtemps. Encore aujourd'hui, il y a forcément des passages que j'ai oubliés, mais je me souviens globalement très très bien de l'histoire.
Donc voilà, La maison où je suis mort autrefois de Keigo Higashino, c'était une des meilleures lectures japonaises que j'ai fait, hein. Ensuite, le deuxième roman, ça s'appelle Le Chaudron. Désolé, j'avais oublié l'autrice. C'est. D'ailleurs, c'est peut-être un auteur, je suis désolé. De Kyoko Murata. Le Chaudron, ça s'appelle. C'est un petit bouquin, hein, ça fait 150 pages, quelque chose comme ça. Et ça raconte l'histoire de Tammy, si je dis pas de bêtises. J'ai mis mes petites notes. Ouais, Tammy. Qui a 17 ans et qui va partir en vacances chez sa grand-mère. Les parents vont partir parce qu'ils vont s'occuper de quelqu'un de la famille qui est malade. Donc Tammy, avec ses frères et ses cousins, elle va rester avec cette grand-mère. Et c'est intéressant parce que bah, on est dans un Japon un peu traditionnel, donc c'est les femmes qui font la cuisine, hein. Et ça va raconter l'histoire de Tammy et de sa grand-mère qui vont se rapprocher comme ça dans cette cuisine autour de ce chaudron, ce fameux chaudron, où elles vont mettre plein d'épices, elles vont rajouter plein de choses. Ça fait même saliver parfois, on a envie de goûter. On a envie de goûter ce chaudron. Et bah, pendant ce temps-là, les cousins, donc les petits garçons, bah, jouent dehors. Et Tammy, elle reste avec sa grand-mère, qu'elle connaît assez peu finalement. Et c'est vraiment une écriture douce. Par exemple, elle va prendre soin de sa grand-mère, c'est quelqu'un vraiment d'âgé, donc elle va l'aider à prendre ses bains, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est intéressant aussi à ce niveau-là, de comprendre bah, quels sont ces liens entre ces gens jeunes qui vont s'occuper de personnes beaucoup plus âgées. Et voilà, c'est vraiment une douceur absolue. On va apprendre un peu ce qui se passe dans la famille. Au bout d'un moment, on sent que Tammy, à travers cette grand-mère, elle va essayer de se servir de cette grand-mère pour savoir, pour creuser un peu plus au niveau de ses parents, par exemple, d'en apprendre plus sur eux. C'est une famille assez taiseuse, hein, on se dit pas beaucoup les choses. Donc vraiment un roman il me semble que je l'ai lu d'une traite. Et c'est un peu dans ce style justement feel good. Moi j'ai pas lu par exemple Tant que le café est encore chaud, les choses comme ça. Parce qu'à la base c'est une littérature qui m'attire pas forcément, mais peut-être que je devrais, peut-être que ça me plairait finalement. Parce que là c'est un peu dans ce style-là. Donc il se passe pas grand-chose finalement, mais ça c'est pas dérangeant parce que bah déjà c'est court. C'est vrai que si le roman faisait 500 pages, peut-être que ça m'aurait moins plu, hein. Et puis bah, l'écriture est très poétique et très désolé, j'ai un livre qui est tombé, c'est Zola qui est tombé. Est très efficace au niveau des petits secrets comme ça qui sont révélés. Donc c'était vraiment un roman qui m'a plu et qui, à mon avis, il est beaucoup moins connu celui-là pour le coup. Donc voilà pour les deux romans japonais qui m'avaient vraiment marqué. Ensuite, pour les romans italiens, là on va passer de l'autre côté. Pour les romans italiens, bon j'ai pas été très original, au moins pour le premier. J'ai pris Le désert des Tatars par Dino Buzzati. J'avais aussi lu Le Cas, qui est un recueil de 100 nouvelles. Vraiment des nouvelles très courtes, des fois qui font 2 pages, des fois une page. La plus longue c'est Le Cas, elle fait peut-être 5 pages. Et c'est un roman qui m'avait plu, mais en fait je suis assez mitigé parce que comme c'est 100 nouvelles, bah, il y en a forcément que j'ai moins aimé et d'autres que j'ai aimé. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment magnifiques. Et une qui m'a le moins plu, c'est Le Cas justement, donc qui donne le nom au roman, c'est marrant. Mais là, par contre, le désert des Tatars, Au fait, j'arrive pas à expliquer comment Dino Buzzati s'est débrouillé pour que j'apprécie à ce point ce roman. Parce qu'il ne se passe absolument rien. Donc, ça raconte l'histoire de Drogo, qui est un lieutenant qui va être muté dans un avant-poste qui se situe devant le désert des Tatars, au fait. Et on attend au cas où, enfin c'est un poste de surveillance, donc au cas où si les Tatars attaquent. Sauf qu'ils attaquent pas. Donc lui il prend ses fonctions, hein, donc ils font des rondes, c'est quelque chose d'assez routinier où il se passe pas grand chose et au fait ils attendent une attaque qui ne vient absolument jamais. Donc c'est vraiment un, un livre d'attente. Il raconte l'attente de ces hommes qui sont prêts au combat et qui attendent de voir si. Au fait, c'est la fonction d'un avant-poste, au fait, 90% du temps, il se passe rien. Donc on attend et puis voilà, on fait des rondes. Et ça va expliquer le quotidien de Drogo, qui lui est très enthousiaste, hein. Pour lui, c'est une promotion, il voit ça comme vraiment comme une consécration. Il est très très content d'y aller à la base, hein. Et il se passe rien, donc ça va vite être l'ennui le plus total pour ce Drogo. Et c'est ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est qu'il explique très bien la contradiction entre une situation ennuyeuse
qui ne nous satisfait pas, qui nous frustre, mais en même temps qui a un certain confort et une certaine sécurité, et surtout la connaissance du lendemain. C'est-à-dire que lui, il se rend compte qu'il va rien se passer sûrement, et que demain, ça va être la même journée qu'aujourd'hui, et ainsi de suite, ça va se répéter. Et à la fois, c'est frustrant, c'est pas stimulant pour l'être humain, parce que l'être humain, il n'est pas fait pour ça. Mais en même temps, ça va petit à petit créer une peur de l'inconnu absolument déraisonnable chez ce drogo. Et moi, ça me rappelle un petit peu le monde du travail parfois. Moi, par exemple, j'ai changé de travail, donc c'est une situation que j'ai connue. C'est-à-dire que on sait que c'est la situation dans laquelle on est, elle nous plaît pas, on a envie de changer, mais on y est depuis tellement longtemps qu'au fait, on va embellir notre situation. À partir du moment où on va prendre la décision, ok, il faut que je parte, tout de suite, on va avoir un peu cette peur qui est bigrement humaine finalement, c'est de s'attacher à ce qu'on connaît. Et du coup, tout d'un coup, cette situation va s'embellir, elle va nous sembler plus aussi insupportable que ça. Et Drogo, c'est ce qu'il fait, il permet tout le temps entre ah, j'ai envie de partir, je veux plus de cette situation, il se passe rien, ça n'a aucun sens de rester ici à attendre qu'il se passe quelque chose qui viendra jamais. Et dès qu'il est un peu trop radical et qu'on sent qu'il est sur le point de donner sa démission, de partir, paf, il fait marche arrière, il se dit oh mais quand même là je suis pas si mal ici, c'est un peu une planque. Après tout, peut-être que ça va être pire si je change d'endroit. Et ça ça peut aussi donc ça me fait penser au monde du travail, mais ça peut être aussi le cas d'une relation amoureuse par exemple. Quand on veut quitter la personne, on se rend compte de ses bons côtés et puis on a un peu ce frein. Ça parle beaucoup de ça, donc c'est ça qui est intéressant dans ce roman. Et surtout, l'écriture est très belle, donc même s'il se passe rien, on savoure au fait. C'est un peu un roman gourmandise pour moi. Donc il y a des scènes des fois qui sont drôles, hein, parce que je vous donne un petit exemple, mais il y a un moment, donc quelqu'un qui fait le guet, enfin qui surveille, qui voit une lumière briller au loin comme ça. Juste ça, hein. Très loin, ils essaient d'évaluer la distance, ils savent pas trop parce que c'est dans le désert, donc les distances sont très dures à évaluer. Et ça va être le début d'une psychose absolue. Mais c'est quoi cette lumière? Ça va être tout le monde parle que de ça, alors que c'est juste une lumière, je trouve, c'est rien du tout. Enfin, c'est vraiment marrant. Des fois, il y a des petits affolements comme ça qui se font sur pas grand chose. Donc voilà, ça parle surtout de ça, de ce que provoque l'attente et une situation de très définie. Qu'est-ce que ça produit chez nous? C'est ce côté-là. Ensuite, pour le deuxième roman italien que j'ai choisi, c'est L'île d'Arturo de Elsa Morente. Elsa Morente, j'avais déjà lu La Storia, qui était un gros pavé, qui faisait presque 1000 pages, je crois, que j'avais vraiment aimé aussi. Donc c'est vraiment une autrice, pour l'instant, j'ai lu deux de ses livres et les deux étaient bien. Elle a aussi écrit, je crois que c'est Mensonge et Sortilège. Ouais, c'est ça, mais c'est sur deux tomes, ça a l'air vraiment quelque chose d'immense. Donc je me suis pas encore lancé dedans, mais je pense que je le lirai un jour. L'île d'Arturo, d'ailleurs, je l'ai. Donc avec c'est bon, il y a plusieurs éditions. C'est un peu plus épais, hein. Là on est presque sur 600 pages. Et ça va raconter l'histoire donc d'Arturo. Merci d'avoir mis dans le titre, comme ça je retiens les noms. C'est la seule façon pour moi de retenir les noms, c'est que ce soit dans le titre. Arturo, c'est un jeune homme qui doit avoir comme une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Il vit sur une île qui s'appelle, c'est quoi le nom de l'île? L'île de Procida, je connaissais pas, c'est près de Naples. J'ai mis ma petite note là parce que le nom de l'île, je l'oublie tout le temps. Donc il est très isolé, ils ont quasiment pas de voisins, je crois. Donc au début, ça raconte un petit peu cette enfance-là qui est spéciale mais qui est pas malheureuse du tout, même si c'est une enfance très isolée, assez peu sociabilisante finalement. Et Arturo, du coup, c'est un peu l'image un peu cliché enfin pas cliché parce que c'est parfois vrai, mais du paysan donc un peu brut, un peu brusque, qui a pas très cultivé, mais par contre qui connaît énormément, par exemple, la faune et la flore qui l'entourent, donc qui a un autre savoir, en fait, finalement. C'est intéressant parce que des fois, on le méprise un peu parce qu'il y a des choses où il semble un peu, presque un peu stupide parfois, et autant il a un autre savoir. Parce qu'au fait, des fois, ce que les citadins reprochent aux gens plus issus de la campagne, c'est que des fois, ils leur reprochent de ne pas savoir certaines choses, mais au fait, ils ont un autre savoir finalement. Moi, j'ai grandi à la campagne et j'ai vécu dans la ville, donc je connais un petit peu les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que au début, tout se passe bien. Il vit avec son père, ce jeune homme. Il y a pas la mère, je sais plus ce qui arrive à la mère. Et son père, c'est vraiment quelqu'un de très bizarre parce que il est très froid avec lui.
il montre peu d'affection. Il est même des fois vraiment dur, hein. Et en même temps, ce gosse, Arturo, il a que lui, donc il s'y accroche, il a vraiment envie d'être aimé par ce père. On voit bien qu'il y a un gros manque affectif à ce niveau-là. Il fait plein de choses pour essayer d'attirer son attention. On sent que le père, il reste un peu indifférent, il est très distant. C'est vraiment une relation père-fils très distante. Et le père part souvent. Il va en ville, donc il va à Naples souvent. Donc Arturo, il est très indépendant, il reste très tôt, même plus jeune. Il reste tout seul, il se débrouille tout seul. Il part, des fois, il passe la nuit dehors, sur l'île, au milieu des arbres. Enfin, vraiment, c'est vraiment un enfant de la campagne, pur et dur, hein. Et très endurci par ça, par ce vécu-là. Et son père, un jour, va revenir avec une femme. Donc il le tient même pas au courant avant. D'ailleurs, le père communique très peu. C'est une de ses particularités avec son fils. Il ne lui dit absolument rien. Il a un peu ce côté, moi je suis l'adulte, j'ai pas de compte à rente, donc je te dis pas ce que je fais. Tu prends acte et puis c'est tout. Il a ce côté aussi très dur à ce niveau-là aussi. Très peu communicant. Donc il arrive, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va revenir. Il donne pas de date, il dit pas je reviens dans une semaine, 2 semaines. Et puis des fois il en dit, mais il revient encore 3 semaines plus tard. Donc on ne sait jamais quand est-ce qu'il va revenir. Et d'ailleurs, durant ses absences, on sent que c'est très bizarre parce que d'un côté il manque à son fils, mais d'un côté on voit qu'il est soulagé le fils de vivre sans lui. Il y a un peu ce côté, je crains mon père, mais je l'admire, donc c'est très bizarre. C'est très complexe comme relation, c'est une relation assez contradictoire. Et il va venir, pardon, avec cette femme, donc sans le prévenir, il lui dit bah maintenant on va vivre aussi avec elle. Il y a une femme maintenant qui est avec nous et je l'ai épousée. En l'espace de 2 semaines, il l'a épousée. C'est une femme qui est beaucoup plus jeune, qui a quasiment l'âge d'Arthur, au fait, qui est plus proche du fils que du père niveau âge. Et on sent que c'est un mariage vraiment arrangé parce que il fait aucun effort avec la femme, il la traite pas forcément bien. Il est vraiment, des fois, le père, il est terrifiant des fois, hein. On sent que quand il commence à s'énerver, il faut que tout le monde se taise parce que sinon là, ça peut partir très loin. Il est pareil avec cette femme, voire encore plus dur. Donc cette femme, elle arrive, on sent qu'on a beaucoup de compassion pour elle parce que la pauvre, elle arrive dans une maison très hostile où il n'y a pas de relation vraiment saine entre les uns et les autres. Et le fils, lui, il la déteste au début. Cette femme qui vient perturber déjà le peu de relation qu'il a avec son père. Il est assez jaloux d'elle. Et petit à petit, il va changer son comportement et il va tomber amoureux de cette femme. Et ça fait une sorte de triangle amoureux comme ça qui est très complexe, qui est très douloureux. Parce qu'on ne sait jamais ce que pense l'autre. Et ça va raconter donc ce triangle amoureux-là et puis leur vécu très à part, vraiment isolé. Et pareil, il y a des fois, il se passe pas grand-chose. Surtout au début, ça raconte beaucoup l'errance un petit peu du fils d'Arturo. Mais c'est une écriture qui est très très belle. Donc bah, ça ne dérange pas forcément. Et puis c'est appréciable, il y a des belles descriptions, tout ça, donc c'est pas dérangeant du tout. Et après, on va rentrer, avec la femme qui arrive, on va rentrer dans une sorte de sentiments comme ça qui sont très durs, très bruts, qui sont très agressifs. Même Arturo, quand il veut essayer de montrer son amour pour cette femme, il le fait d'une façon très brutale. Vraiment gros lourdeau, hein, c'est vraiment. Il sait pas du tout s'y prendre avec les femmes. D'ailleurs, il a grandi sans sa mère et puis il a peut-être pas vu de femme depuis toujours, au fait. Donc voilà, ça raconte ça et c'est vraiment très très prenant. C'est vraiment un roman dramatique. Donc voilà pour les deux romans japonais et les deux romans italiens que j'ai choisis. J'en ai aimé d'autres, hein. Il y a d'autres romans japonais et d'autres romans italiens que j'ai appréciés, bien évidemment. Mais on va dire que c'est ceux qui m'ont laissé le souvenir le plus net et le plus durable. Et là, je vais mettre cette petite vidéo sur pause, entre guillemets. Et durant cette semaine qui va s'écouler, j'ai choisi de lire un roman japonais et un roman italien de plus, supplémentaire. Et je reviendrai vous en parler pour vous dire quel roman j'ai choisi et quelle littérature j'ai choisi. Pour le roman japonais que je vais lire durant cette semaine, je ne l'ai pas avec moi, c'est une amie qui va me le prêter. Ça s'appelle La Clé, la confession impudique de Junichiro Tanizaki, qui est un livre assez connu, je pense, mais je ne sais pas s'il est encore très lu. Mais l'histoire me plaît bien. L'histoire, c'est un. Alors, je vous dis le résumé, la synopsis. Un respectable professeur d'université
à l'âge du démon de midi, ne parvient plus à satisfaire sa jeune femme dotée d'un tempérament excessif. Après avoir essayé divers excitants, il s'aperçoit que la jalousie est un incomparable stimulant. Chacun des deux époux tient un journal, sachant très bien que l'autre le lit en cachette. Ça, c'est pas mal. J'aime bien cette idée de. C'est un couple apparemment qui va pas très bien, qui bat un peu de l'aile. Et ils vont du coup choisir la dernière carte, qui est un peu une carte fourbe que certains couples choisissent quand ça va plus trop, la jalousie. Pour essayer de réanimer un petit peu la flamme et pour voir si l'autre, on tient toujours à l'autre ou pas. C'est assez intéressant. Et j'aime bien cette idée de. Ils vont chacun avoir leur journal intime et ils vont savoir que l'autre le lit, donc comment ils vont essayer. Je pense que ça va beaucoup te parler de manipulation, de fourberie comme ça. J'aime bien cette ambiance-là, ça me plaît bien comme idée. Donc voilà, je vais lire celui-là là, pendant cette semaine. Et pour le roman italien, mais il est juste là, celui-là je l'ai. C'est Les jours de mon abandon de Elena Ferrante, qui est donc une écrivaine italienne très connue. Elle a écrit notamment L'amie prodigieuse en 4 tomes, que j'ai pas lu, hein. Mais je me suis dit, j'ai eu un peu peur de me lancer dans un roman, enfin sur 4 tomes. Donc je me suis dit, je vais en prendre un autre qui est pas forcément son classique absolu. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour vous dire que, en fait, bah, les libraires, on n'a pas tout lu, hein. Donc tous les libraires, ça c'est quelque chose qui est commun à tous les libraires. Il y a des grands classiques qu'on n'a pas encore lus parce qu'il y a trop de choses à lire. Et en plus, on est quand même pas mal accaparé par les nouveautés ou par les romans plus contemporains. Parce qu'il faut qu'on soit au courant de ce qui sort, il faut qu'on lise ce qui sort aussi. Donc tous les libraires, il y a plein de classiques qu'ils ont pas lus, hein. Donc j'ai pas lu L'amie prodigieuse, mais je sais pas, par exemple, si on lit tout Balzac, enfin c'est plus de 90 romans, enfin c'est impossible de tout lire. Donc voilà, mais L'amie prodigieuse, par contre, je vais voir ce roman, mais si vraiment le roman me plaît pas, j'irai peut-être pas, mais c'est vraiment un roman que j'ai envie de lire, L'amie prodigieuse. C'est sur 4 tomes, donc c'est assez long. Ça a l'air fantastique. En tout cas, on m'a pas mal harcelé pour que je le lise. Donc là, c'est Les jours de mon abandon. La synopsie. Olga, 38 ans, un mari, 2 enfants. Un bel appartement à Turin, une vie faite de certitudes conjugales et de petits rituels. 15 ans de mariage. Un après-midi d'avril, une phrase met en pièces son existence. L'homme avec qui elle voulait vieillir est devenu l'homme qui ne veut plus d'elle. Le roman d'Elena Ferrante nous embarque pour un voyage aux frontières de la folie. Donc apparemment, c'est un mari qui, au bout de 15 ans de vie commune, part comme ça. Donc c'est assez intéressant aussi. Je me dis comment elle va réagir. Est-ce qu'elle va complètement s'effondrer? Est-ce qu'au bout d'un moment elle va être hargneuse, rageuse? Est-ce qu'elle va être complaisante, stratégique? Je sais pas trop. On sait pas trop comment va réagir cette femme. Peut-être qu'elle va finalement être plus combative et puis elle va accepter. Je sais pas trop. C'est intéressant comme sujet. Donc voilà pour les romans que je vais lire durant cette semaine et puis on se revoit après et je vais vous en parler. On va voir ça. Donc rebonjour. Je tourne la vidéo le matin, donc désolé si j'ai une tête fatiguée. Je suis pas vraiment du matin en plus. Donc du coup, durant cette semaine, j'ai lu ces 2 romans. C'est assez rapide parce que c'est des romans qui sont plutôt courts, qui sont pas très longs. Donc j'ai commencé par Elena Ferrante, Les jours de mon abandon, dans un premier temps, qui raconte l'histoire d'un mari qui quitte le domicile familial sans trop d'explications, après 15 ans de vie commune. Donc ça va raconter sa femme, Olga, qui a 38 ans, qui est mère de 2 enfants, et qui va se retrouver du coup seule à Turin dans son appartement, à tout gérer. Et ça va raconter au fait la lente descente aux enfers de cette femme qui va passer par les étapes au départ, par les émotions auxquelles on peut s'attendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de tristesse, il y a une certaine perte de contrôle aussi au niveau de s'occuper de tout maintenant. Et donc le syndrome de l'abandon, tout ça. Et ça va vite prendre des circonstances de plus en plus dramatiques. C'est vraiment un effondrement total. Et on attend, les pages défilent et on attend quand est-ce que cette femme va se ressaisir. C'est un moment qui tarde à venir. Et au fait, petit à petit, elle devient assez détestable. Elle devient vulgaire, mais gratuitement.
elle est de plus en plus dure avec ses enfants, parfois de façon injuste, même souvent. Et c'est intéressant parce que j'ai été à la grande librairie, assister à l'émission de hier, de mercredi, où il y a Amélie Nothomb, Laurent Mauvigny, tout ça. Et dans le public, on attendait que l'émission commence. Et il y a une femme à côté de moi qui a vu que je lisais ce roman. Et elle m'a dit qu'elle avait trouvé le personnage insupportable, au fait. Et c'est ça un peu la question de ce roman, c'est qu'elle devient tellement insupportable que est-ce qu'on garde de la compassion pour elle? Moi, personnellement, j'en ai gardé. Parce que la situation qu'elle vit, elle est tellement difficile que moi bizarrement, j'ai réussi à garder toujours un semblant de compassion pour cette femme, mais je sais pas si ça sera le cas de tout le monde, parce que vraiment des fois, elle devient haïssable. Donc c'est vraiment un roman vivant. Les émotions sont explosives. Vraiment, quand elle est triste, elle est très triste. Quand elle est en colère, elle est très en colère. Quand elle est déprimée, elle est très déprimée. Elle fait tout un peu comme un automate. Je pense que c'est le symptôme un petit peu de la dépression. C'est-à-dire qu'on continue de vivre, mais on n'est plus vraiment là. On fait les choses un peu comme un robot. Donc on les fait mal, elle oublie plein de choses, elle oublie plein de... Au niveau de ses enfants, elle oublie plein de choses que normalement elle devrait pas oublier, enfin voilà. Et donc elle a un garçon de 10 ans et une petite fille de 7 ans. Et la petite fille, limite, commence à prendre le relais, commence à s'occuper de son frère, parce que son frère, à un moment, il a de la fièvre, enfin, tout ça. Donc les enfants, ils ont beau vivre encore avec leur mère, elle reste au foyer, hein, elle est femme au foyer. Donc il y a aussi cet aspect économiquement, comment elle va s'en sortir par la suite. Et on sent que les enfants bah, grandissent d'un coup parce que la mère commence à s'effondrer, quoi. Et ça ne s'arrête pas. C'est un défilement comme ça, on a mal pour elle, hein. Et puis des fois elle nous agace aussi, donc des fois on lui dit, on a envie de la secouer un petit peu, de oh réveille-toi. Donc c'était quand même assez poignant, assez intense. J'étais presque fatigué en refermant ce livre, parce que en fait on quitte pas un brouillard pendant presque 300 pages, on quitte pas un brouillard d'une personne qui vraiment petit à petit perd toute dignité, perd toute combativité et vraiment elle fait le minimum et vraiment c'est de la survie quoi. Donc elle se laisse complètement aller. Et est-ce qu'elle va se relever? C'est ça l'intérêt du roman, c'est on attend qu'elle se relève. Est-ce que ça va arriver ou pas? Ça on va voir. Mais la fin est plutôt réussie. J'ai plutôt aimé la fin. Donc dans l'ensemble c'était quand même une bonne lecture, même s'il y a des moments qui sont des fois un peu frustrants parce qu'on a envie qu'elle se secoue et puis des fois c'est un peu long. En fait c'est des émotions qui se répètent jour après jour et puis bah, ça fait qu'empirer. Donc voilà. Donc voilà pour ce roman qui m'a pas laissé indifférent. Ça c'est le mérite. Ensuite l'autre roman du coup j'ai dû le rendre à mon ami. Donc c'était La Clef, la confession impudique de Junichiro Tanizaki, qui est donc un couple un petit peu qui bat de l'aile et qui décide qui décide d'entretenir un journal intime chacun de leur côté. Et ils vont découvrir que chacun fouille dans le journal intime de l'autre, donc ils vont essayer d'exploiter ça pour essayer de manipuler l'autre et essayer de faire en sorte que l'autre s'intéresse de nouveau à eux. Alors, dans l'ensemble, ça a quand même été une déception ce roman. Parce que je trouve que l'idée des deux journaux intimes comme ça, on pouvait vraiment jouer avec et faire des choses surprenantes. Et finalement, c'est pas réellement exploité. Je trouve que c'est mal exploité parce que. Donc la femme va aller voir le journal intime de l'homme, donc elle va découvrir des choses, qui lui met intentionnellement ou pas. La femme, elle comprend pas tout de suite que son mari fouille son journal intime. Donc il y a ce côté un petit peu déséquilibré au début qui est intéressant pour le coup. Le début, j'ai bien aimé pour le coup. Et au fait, ça devient assez répétitif parce que la femme, par exemple, va fouiller dans le journal du mari, et après, elle va l'exploiter dans la vie. Donc, elle va s'en servir un petit peu pour le manipuler, pour, par exemple, fin de l'indifférence ou des choses comme ça. Et au fait, elle va répéter d'une voix orale ce qu'elle a, sans le dire vraiment, mais d'une voix orale ce qu'elle a vu dans le journal intime. Donc, c'est assez répétitif parce que nous, le lecteur, on est déjà au courant qu'elle l'a lu. Donc, elle le répète un peu après, elle le met un peu dans la vie. Et au fait, c'est beaucoup de répétitions. On va répéter ce qu'on a lu dans le roman un petit peu avant. Et après, le mari, du coup, fait pareil. Donc, bah oui, il l'a lu, donc nous, on est au courant. Et du coup, là, il le redit. Mais d'une façon
un peu plus fourbe pour pas que sa femme devine qu'il fouille dans son journal. Donc au final, c'est beaucoup de répétitions. Ce qui fait que ça casse un peu le rythme. Et je dirais pas que je me suis ennuyé, mais c'était pas loin. Je trouve que au fait, l'idée est très bonne, mais je trouve qu'elle est mal exploitée. C'est pas assez bien maîtrisé, au fait. Donc, ce qui fait ça fait des grosses cassures comme ça. Dès que l'histoire recommence un petit peu à se remettre en place, boum, il va nous parler d'un passage du journal intime qu'on a déjà lu. Donc, nous, au fait, on a l'impression qu'ils prennent pas en compte le lecteur. Le lecteur, nous, on a lu le roman. Donc quand on l'exploite devant la femme ou l'homme, bah faut le reformuler, faut le faire d'une façon discrète. Parce que sinon c'est juste des phrases qui se répètent quoi. Donc c'est assez court, mais ouais, j'ai quand même été déçu, c'est mal exploité. Des fois, il y a des stratégies mises par le couple qu'on comprend pas bien, qui sont un peu inutiles. Euh, en plus, ils ont pas l'excuse de pas savoir. Du coup, ils savent ce qu'il y a dans les journaux intimes. Donc, bah, enfin, pourquoi des fois ils agissent de façon on comprend pas trop. Moi, ça m'a un peu perdu. Pas dans le sens où j'ai pas compris l'histoire, mais dans le sens où ça m'a pas pris. Ça m'a pas pris. C'était pas nul non plus. Hein. Le début était vraiment bien, dommage. Ça partait très bien. Et puis la fin, pareil, c'est un peu fait à la va-vite. Ça m'a pas convaincu. Donc dans l'ensemble, ça a quand même été une déception. Donc vous l'aurez compris, j'ai choisi Elena Ferrante entre les deux. Donc j'ai choisi l'Italie. C'est l'Italie qui gagne sur cette vidéo, sur ce coup-là. Donc j'ai eu l'idée de peut-être que j'en ferai d'autres. J'en ferai même sûrement d'autres. Pas la prochaine vidéo parce que je vais faire autre chose. J'ai envie de proposer des choses qui sont quand même différentes. Là j'ai déjà une idée d'entre deux littératures que j'aime bien. Je pense que je vais choisir ça, mais je vous le dis pas tout de suite. Et je ferai une autre confrontation comme ça. Je trouve ça sympa de lire un roman de chaque pays pour se décider. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis bah, bravo à l'Italie. Et puis si vous avez des commentaires à faire sur les livres, si vous en avez déjà lu, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner. Je sais, ça fait beaucoup d'ordre. Et puis je vous dis à bientôt avec grand plaisir.